C'est la passion du sport qui nous amène à vous rencontrer tout le samedi à partir des 20h50. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Samedi Sport. Nous sommes très heureux en tout cas d'entrer en contact avec vous, de vous servir et de parler sport. Aujourd'hui, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations, de la Confédération africaine de football et de beaucoup de projets. Pour cela, j'aurai besoin sur ce plateau de Patrick Bourré. Bonsoir Patrick. Bonsoir à vous Claudia, un réel plaisir pour la toute première fois cette année sur les plateaux des Samedi Sport. Ça fait un plaisir de te revoir encore. Un plaisir et je suis très en forme. Je pense que les petits temps de repos m'a fait du bien et on va essayer de dire un petit mot par rapport à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, comme vous l'avez bien souligné, épingler ce qui a marqué, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, et aussi dire un petit mot pour ces nombreux projets de la Confédération africaine de football. Il y en a beaucoup ces projets. Je pense qu'on va les étaler ici, mais en face de lui, il y aura Lionel Luamba, à qui je dis bonsoir, et bienvenue encore dans Samedi Sport. Bonsoir Claudia, bonsoir à tous les téléspectateurs de InnoTV. C'est un plaisir aussi pour moi encore de revenir encore sur le plateau, le beau plateau des... on vous a beaucoup demandé par les téléspectateurs, c'est vraiment pas moi. Bon. Il faut les un grand merci pour le téléspectateur qui nous a encore réclamé et on va essayer de faire de nos mieux pour leur donner le meilleur de nous. Alors, avant de nous quitter la dernière fois, on parlait de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal l'a finalement remporté aux dépens du Maroc. C'était une finale très mouvementée où il y a eu beaucoup de détails. Alors, je précise beaucoup de détails. Nous allons vous passer l'état des lieux avant qu'on revienne et qu'on commente cette fameuse finale. Le Sénégal a ajouté une deuxième étoile sur son équisson en remportant la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations devant le Maroc. Dans une finale tendue marquée par un long moment d'arrêt, deux affrontements entre supporters et le penalty raté par Brahim Diaz à la fin du temps réglementaire, l'ex-spectacle que nous a offert les derniers matchs de cette CAN n'a pas du tout ravi. Des excuses ont été entendues, les sanctions sont attendues et les conséquences risquent de ne pas du tout plaire. De retour sur ce plateau, messieurs, vous avez suivi en même temps que les téléspectateurs, en même temps que le monde entier, puisque cette finale a été retransmise de partout. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations, elle était unique puisqu'il s'est passé beaucoup de choses avant d'entrer sur les contours, tout ce qui a un tout petit peu colorié de la mauvaise façon cette finale. J'aimerais qu'on place un tout petit mot sur le Sénégal, le champion qui n'a pas perdu jusqu'à la fin. Comme à l'image de cette Coupe d'Afrique des Nations, on a vécu une compétition sans surprise. C'est que tous les gros du continent se sont imposés. Il n'y a pas eu assez de surprises sur les papiers. Les favoris ont démontré leur suprématie. Et si on regarde le parcours du Sénégal du début jusqu'à la fin, il y a autant de victoires et un seul match nul devant la République démocratique du Congo. On l'a dit, pour remporter une compétition, il faut prouver sa suprématie du début à la fin. Et le Sénégal l'a démontré. Il y a eu aucun adversaire qui n'a résisté justement à la fougue de cette sélection sénégalaise, avec des joueurs tels que Sadio Mané qui encore une fois de plus prouvé à la face du monde et à la face du continent africain que c'était un joueur qui n'est pas simplement très bon sur les terrains mais qui est aussi très bon sur l'extra sportif et mentalement. Oui, bien sûr, mentalement, je suis très content. On l'a vu, il a prouvé ici au Stade des Martyrs devant la RDC au moment où le Sénégal a été mené 2-0 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'était lui qui était là, toujours là, en train de remotiver sa troupe. Et je pense que tout au long de cette compétition, le Sénégal a démontré sa suprématie, comme je l'ai dit. Ce n'était pas une surprise pour moi. Oui, bien sûr, en termes d'adversité, les Maroc et les Sénégal, ce n'était pas non plus très loin, parce que les Maroc a aussi fait un très beau parcours dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais je pense que pour le Sénégal, c'est amplement mérité si on doit enlever tout ce qui s'est passé après lors de cette finale. Je pense qu'ils ont mérité de remporter cette compétition. Pape Thiaw devient le tout premier entraîneur à remporter le championnat d'Afrique des Nations et la Coupe d'Afrique des Nations. Il a quand même eu une relève assez costaud pour remporter cette CAN. Est-ce que vous pensez qu'il était chanceux ou bien
il a quand même eu un impact aussi sur cet effectif. Chanceux, oui, mais il avait quand même un impact sur cet effectif parce que c'est un entraîneur qui connaissait déjà bien ses joueurs. Il connaît bien ses joueurs, comme tu viens de le dire là. Il y a quelques de ses poulains qui étaient les joueurs qui jouaient avec l'équipe B. L'équipe prime plutôt A prime du Sénégal, et il a fait une très bonne symbiose avec le titulaire de l'équipe A, et il a été ça a été une très bonne équipe sénégalaise. Je pense la défaite du Sénégal date en Afrique, c'est une équipe qui a été invincible. On l'a épinglé ici, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que le Sénégal avait perdu. Et il partait ses favoris dans cette compétition, et ils ont démontré jusqu'à la fin, et ils ont remporté la coupe. C'est une équipe à féliciter, et félicitations au peuple sénégalais, à l'équipe nationale sénégalaise. Félicitations aussi à l'entraîneur, malgré quelques bavures de son acte à la finale. On va y arriver, on reste tactique en tout cas, parce que c'est ce qui nous intéresse maintenant. Concernant la tactique également, il y avait aussi le Maroc qu'on ne pouvait pas ignorer. Pays organisateur, on a parlé de l'impact du public lorsque vous organisez une compétition. Il y a eu ces matchs contre le Mali qui nous a encore remis en question sur les niveaux du Maroc, comme avec le match de la RDC Sénégal. C'était aussi pareil. Même Maroc-Tanzanie aussi. Même Maroc-Tanzanie également. Mais au final, ils se sont quand même qualifiés jusqu'en finale. Et c'est contre plus fort qu'eux, parce que je vais te dire comme ça, c'est le Maroc et c'est le Sénégal qui l'a remporté avec un but d'avance sur le Maroc. Mais est-ce que dès les départs, on n'était pas aveuglé par cette flamme marocaine, parce qu'ils jouent chez eux, ils marquent de buts fantastiques, on a vu les 2 bicyclettes d'El Kaabi, tout ça. Est-ce que c'était pas un trompe-l'œil? Je pense que contrairement à Pape Thiaw, j'ai désormais des doutes sur l'avenir du sélectionneur marocain. Je sais pas, je ne suis pas le président de la fédération marocaine, mais je suis sceptique de voir la continuité de Walid Regragui. À un certain moment, j'ai l'impression comme s'il commence à tâtonner. Contrairement à ce qu'il nous a prouvé lors de la Coupe du Monde 2022, où le Maroc est arrivé en finale avec en demi-finale. En demi-finale, pardon, excusez-moi, avec cette stratégie de pouvoir attendre, mieux défendre et aller justement chercher à marquer les buts décisifs. Mais ce qui est contraire en Afrique, c'est que le Maroc n'a pas justement les temps de pouvoir attendre, parce qu'on attend du Maroc de produire le jeu, et le Maroc n'évolue pas mieux lorsque l'équipe se positionne de cette façon. Le Maroc, c'est en réalité un pays qui aime bien rencontrer des nations qui sont très supérieures à lui, et pouvoir organiser quelque chose derrière. Et depuis qu'on attend le Maroc sur cette position en Afrique, on sent que le Maroc le Maroc ne sait pas attaquer. Le Maroc ne sait pas attaquer. Le Maroc est en train de décevoir depuis le début. On a attendu lors de la Coupe d'Afrique des Nations au niveau du côté de la Côte d'Ivoire, on a été déçus, et là encore, oui, les parcours est logé jusqu'en finale, mais dans le fond du jeu, je pense que le Maroc, moi personnellement, je suis resté sur ma faim. Et si on doit aussi voir le choix de l'entraîneur Walid Regragui, il a beaucoup tâtonné, mais pour autant il a beaucoup de stars, beaucoup de jeunes joueurs dans son effectif. Je pense à Ben Zeghir, le joueur de l'AS Monaco, qui n'a presque pas joué tout au long de cette compétition. On a misé que sur l'individualisme d'Ibrahim Diaz, qui faisait toujours la différence à tout moment, et aussi à El Kaabi, qui a fait une très très belle compétition. On n'était pas beaucoup trop dépendant d'Ibrahim? Si, parce que si on voit le but marqué par la sélection marocaine, il n'y a que El Kaabi et Brahim Diaz. Au moment où les deux joueurs ne fonctionnaient pas sur la pelouse, on sentait que l'équipe du Maroc était en difficulté. Voilà pourquoi je dis que sur le plan collectif, Walid Regragui doit encore proposer autre chose. Walid Regragui doit proposer autre chose sur le plan continental si le Maroc veut à tout prix imposer vraiment sa nette suprématie. Le contraire avec le Sénégal, pourquoi? Parce que sur le plan collectif, on a une très grosse équipe sénégalaise. Regardez, il y a aussi des milieux de terrain qui arrivent à se démarquer. On parle de celui qui a marqué le but lors de la finale, Pape Gueye, qui
tout au long de la compétition s'est démarqué, a marqué, je pense, à 2 reprises tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui veut tout simplement dire qu'il n'y a pas que les attaquants comme Sadio Mané, comme Nicolas Jackson ou les jeunes Ibrahim Mbaye qui a fait une très très belle compétition. Il y a aussi des milieux de terrain qui peuvent s'illustrer à tout moment, ce qui n'est pas le cas pour le Maroc. Si on regarde le Maroc, ne s'est fié que sur ses attaquants, El Kaabi et Ibrahim Diaz qui en a marqué 5 buts tout au long de la compétition. Donc je pense que le Maroc doit construire autre chose. Le Maroc doit justement oublier ce qui s'est passé au niveau de la Coupe du Monde parce que là, c'est un contexte bien différent. Il y avait des nations qui étaient justement qui partaient devant le Maroc et on n'attendait pas beaucoup en termes de production du jeu pour le Maroc. Voilà pourquoi ils étaient très à l'aise. Mais en Afrique, on attend que le Maroc produise le jeu. Mais ça part de là. Je pense que ça part de là. Cette attente part de cette prouesse en Coupe du Monde. On se dit qu'une équipe qui s'est débarrassée du Portugal, qui a joué les demi-finales de la Coupe du Monde, peut faire mieux en Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est là, on attend le Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc est là. Mais à vous entendre, est-ce que le Maroc était par l'effectif inférieur au Sénégal? Par l'effectif inférieur au Sénégal, non, je ne pense pas. Mais on était face à une finale à des équipes différentes, même sur le plan de jeu. Il y avait une équipe qui était trop collective et une équipe qui était trop individuelle. C'est le cas du Maroc. Le Maroc, c'était une équipe, cette cas, qui a joué trop sur l'individualisme, comme l'a dit mon frère, par rapport au Sénégal. Et vous verrez même dans le jeu du Sénégal, c'était une équipe vraiment très forte. Même sur le plan énergétique, vous verrez que c'est une équipe qui jouait trop dans les collectifs par rapport au Maroc. Et je voudrais bien dire, c'est comme une pente qui est en train de descendre maintenant du côté du Maroc. Par rapport au Maroc de 2021 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que le Maroc a monté vers l'essentiel, éliminé le Portugal à la Coupe du Monde, joué le demi-finale de la Coupe du Monde de 2022. Et le Maroc commençait à chuter petit à petit. Et je ne pense pas que le Maroc, peut-être à la Coupe du Monde de 2028, Coupe d'Afrique plutôt, dans 2 ans ici, le Maroc pourra jouer en 2027. En 2027, ouais. Je ne pense pas ou je ne vois pas le Maroc jouer le quart des finales, les demi-finales de la Coupe du Monde. Si on ne changeait pas peut-être l'entraîneur, ou soit si l'entraîneur ne changeait pas de philosophie. Avec le cas de jouer dans l'individualisme, le joueur peut tomber dans le cas du Sénégal où l'équipe est forte collectivement. Et ça causait du tort. C'est le manque d'expérience de l'équipe tanzanienne qui est tombé face au Maroc. Si la Tanzanie plutôt avait une très bonne équipe avec plus d'expérience, elle allait battre le Maroc parce que c'était un match très difficile pour le Maroc en quart de finale ou 8e de finale plutôt. Ouais. Et le Maroc avait gagné difficilement. Et le Maroc, comme l'a dit, je ne sais pas si je crois aussi il était sous la sellette, l'entraîneur en question. On allait le manger avant même la Coupe d'Afrique. Bon, c'était des rumeurs, mais je pense que c'était des rumeurs. Beaucoup de polémiques au Maroc. D'ailleurs, il était sous pression avant même la Coupe de la compétition. En pleine compétition, Walid Regragui était sous pression. Mais il faudra aussi épingler un autre aspect de choses, c'est que le Maroc a eu l'absence d'un joueur majeur au milieu de terrain. On parle de Ounahi qui est les maîtres à jouer de cette sélection. Lorsqu'il est là, on sent que le Maroc joue autrement que donc avec dépendant son égal, toujours dépendant. Donc voilà pourquoi je dis Walid Regragui doit construire une sélection qui ne doit pas dépendre des individus mais d'un collectif. Alors, regardez du côté sénégalais, il y a eu plusieurs absences. On parle de Kalidou Koulibaly qui est le cerveau, si on peut le dire, de la défense sénégalaise qui n'était pas là, mais on a vu finale, qui n'était pas là en finale. Ouais. Il a manqué plusieurs rencontres. Il a été suspendu pour carton rouge et donc il a raté beaucoup de matchs pour les Sénégal, mais on a vu des remplaçants sénégalais qui ont tenu, justement, quand on parle des Crépin Diatta, en finale, qui n'était pas là pour des malaises de santé, mais il a été remplacé valablement. Voilà pourquoi j'ai dit que si les Maroc veut aller très loin, si les Maroc veut dominer l'Afrique comme les Sénégal les fait actuellement, je pense qu'ils doivent construire une sélection solide et ne pas compter sur les individualités. Et surtout le milieu de terrain marocain, c'est à revoir. C'est arrivé lors de la Coupe du Monde, c'était une sélection qui dépendait au milieu de terrain, il y avait le chauve Amrabat qui n'est plus un titulaire à part entière. On voit comment est-ce que le milieu de terrain marocain badine. Donc il faudra à un certain moment revoir l'effectif marocain et espérer construire un vrai projet pour les futurs. Et si vous regardez même le parcours du Maroc dans cette Coupe d'Afrique, dans la Coupe d'Afrique
qu'elle a perdu ici, vous verrez qu'elle a commencé difficilement pour gagner le match. Elle est venue se réveiller dans l'individuel, dans la période de phase d'élimination directe. Vous verrez qu'elle a gagné le Comores difficilement et le Maroc a gagné. C'était difficilement donc, déjà. Donc, le match très difficile. Et il fallait juste l'individuel de joueur pour gagner le match. Mais sur le plan tactique ou jeu, le Maroc ne nous a pas produit du beau football. C'est la RDC Bissau. Comment s'abonner sur l'application Innov TV? Sur les options à gauche de votre écran, cliquez sur Abonnement. Entrez premièrement le numéro de téléphone de paiement, c'est-à-dire le numéro qui possède un compte Mobile Money. Choisissez la devise entre le franc congolais et les dollars américains. Et enfin, insérez les numéros de téléphone avec lesquels vous avez créé le compte Innov TV. Puis faites un dernier clic sur la dernière option, payer avec Mobile Money ou carte Visa via FlexPay. Vous recevrez un message pop, confirmez le paiement. Innov TV, votre temps, votre télé. Ça, c'était la partie tactique. Maintenant, monsieur, on rentre sur le contour de cette finale. On arrive à un certain moment où on parle d'arbitrage, le boycott, en entendant pendant un temps le boycott de la rencontre, la bagarre entre les supporters et les stadiers, l'affaire du mouchoir. Il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On n'a jamais vu ça lors d'une finale d'une grande compétition comme telle. Je crois qu'on va commencer par l'arbitrage de monsieur Jean-Jacques Ndala, un Congolais qui était en finale de cette compétition. C'est son deuxième match de la compétition. Il était là lors du match contre le Comores dont vous venez de souligner. Maintenant, il prend une finale comme celle-là et siffle un penalty. Je commence d'ailleurs par retracer les choses. Il annule un but du Maroc. Il siffle un penalty pour le Maroc. Il annule un but du Sénégal. Il siffle un penalty pour le Maroc à la fin du temps réglementaire du match. Vous imaginez un peu les scénarios. Et après, il y a eu le boycott et voilà. Jean-Jacques Ndala, est-ce qu'il était dépassé par cette finale? Je commence tout d'abord par calmer les ardeurs des Congolais, mais avec une question simple avec votre autorisation. Ouais. On est en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, la RDC affronte les Sénégal. Vers la fin de la rencontre, à la 96e minute, l'arbitre marocain refuse de siffler l'action qu'on a vue entre Brahim Diaz et Diouf, les latéral gauche de West Ham. Quelle serait la réaction des Congolais? Est-ce qu'on va traiter l'arbitre marocain d'injuste ou on va rester, comme je connais les Congolais, je sais comment est-ce qu'on arrive à taxer les arbitres du Maghreb de tous les mots. On va rester avec cette image pour dire on a été défavorisé. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que dans le football aujourd'hui, l'analyse dépend du ressentiment de tout un chacun. Lorsque je supporte le Maroc, je vais voir justement l'intervention ou la décision de l'arbitre en faveur ou en défaveur du Maroc. Et lorsque je supporte les Sénégal, mais ça c'est fanatique. C'est aussi ça. Lorsqu'on est fanatique, on n'a pas un œil d'analyste. Mais on le voit sous d'autres cieux. Les analystes comme vous et nous sont en train de taxer Jean-Jacques Ndala de Voilà pourquoi j'ai dit si on doit suivre réellement tous ceux-là qui arrivent aujourd'hui à analyser la prestation de Jean-Jacques Ndala, ils ont un penchant. S'ils ont un penchant sénégalais, ils vont analyser la prestation de Jean-Jacques Ndala pour dire qu'il a été très mauvais. Aujourd'hui, je suis d'ailleurs curieux de voir que même les Marocains qui ont bénéficié 2 actions, justement vers la fin de la rencontre à leur faveur, taxent Jean-Jacques Ndala de tous les mots pour dire il doit être traduit en justice pour sa prestation. Donc on est en cas de fanatisme. Voilà pourquoi j'ai dit que lorsqu'on est un fanatique, on n'est pas un bon analyste. Il faut enlever le côté fanatique et regarder les choses avec réalité pour bien analyser. Selon vous, voilà il n'est pas passé à côté de son match. Il n'est pas passé à côté de son match. On commence par analyser les pénaltys. Les pénaltys, on est en face d'une action entre 2 joueurs qui sont au duel. Donc là, qui est derrière, d'ailleurs, parce qu'on doit reprendre les choses comme elles sont. Diouf est derrière Brahim Diaz. Les ballons arrivent tout droit vers les 2 joueurs. Donc Diouf empêche l'action de se poursuivre. Empêche Brahim Diaz de sauter, de participer à l'action. C'est une intervention qui est illicite. Ce n'est pas parce qu'on est en finale, qu'on est à la 96e minute qu'on ne doit pas siffler pour dire qu'on a favorisé l'un ou l'autre. Non. C'est une intervention irrégulière
illicite. J'ai entendu, excusez-moi de le dire, les péglés, j'ai entendu les médias archives au VAR qui arrivent toujours à décortiquer les décisions de la VAR, dire que l'arbitre s'est laissé tromper par justement cette intervention des Diouf parce qu'ils estiment que Brahim Diaz s'est laissé tomber en sentant le contact. Mais comme on le voit, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Les défenseurs sénégalais est intervenu d'une manière irrégulière. Il s'est laissé pris par justement cette intervention irrégulière sur Brahim Diaz. L'embrouille commence à partir du moment où il annule le but du Sénégal. Parce que là aussi, il y a faute que lui siffle en amont, sans pour autant aller checker le VAR. C'est là que ça pose problème. C'est un ressenti pour l'arbitre qui justement est là. Oui, aujourd'hui, avec l'intervention de la VAR, pour moi, s'il faut conseiller à l'arbitre Jean-Jacques Ndala, j'aurais voulu qu'il laisse l'action poursuivre. Il a sifflé avant. Oui, et avant que le joueur sénégalais ne marque le but, il avait déjà sifflé. Voilà pourquoi j'ai dit, pour moi, s'il fallait les conseiller, parce qu'il y a la VAR, il fallait laisser l'action se dérouler. Une erreur de sa part. Pour moi, je pense que elle est là. Il y a une erreur. Elle est dans la surface marocaine. Bien sûr, il y a une erreur. Il fallait laisser l'action se poursuivre et attendre l'intervention de la VAR. J'ai entendu certaines personnes dire pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé voir à la VAR. Ouais, parce que Lionel, s'il vous plaît, pardon Patrick, parce qu'on dit que la VAR c'est une assistance. C'est-à-dire que si lui se sent limité quant au fait de se souvenir de ce qui s'est passé à l'instant, il peut faire recours à la VAR. Et s'il y a une action qui nécessite évidemment son intervention, c'est là aussi qu'on l'appelle pour lui dire il y a quelque chose qui est à louper, que ton assistant n'a pas vu. Est-ce qu'il pouvait peut-être pas, compte tenu des protestations sénégalaises, il pouvait pas aller s'assister ou se faire assister par la VAR? Mais il avait sifflé en amont. Excusez. Ouais. Avant de continuer avant, répondez et puis je pense que vous avez beaucoup à réagir sur les propos de Patrick. Bon, écoutez. Moi, premièrement, peut-être je serai parmi les rares de Congolais qui ont félicité l'arbitre. Jean-Jacques Dalla, pour moi, il a été, vous savez, dans cette carte, il y a eu que deux, vous faites ça. Pas par patriotisme. Moi, dans l'affaire du football, il n'y a pas d'abord le patriotisme. En tant qu'analyste, je vois d'abord le fait avec le règlement du football. Quand on veut faire le patriotisme, il y aura beaucoup d'injustices parce que je serai contre un étranger insulté, par exemple, M. Jean-Jacques Dalla. Je peux pas accepter ça. Il est moi, je pourrais dire le premier arbitre de cette CAN, suivi de l'autre que j'avais parlé l'autre fois, celui qui avait arbitré le match RDC-Algérie. Ouais. Donc, M. Jean-Jacques Ndala, il a été dans son match. Il n'est pas passé à côté. Il n'est pas passé à côté à aucun moment. Ouais. Il y a deux faits qu'il faut analyser clairement sans émotion. Comme l'a dit mon frère. Il faut quitter d'abord l'émotion. Il faut aller sur faut quitter les fanatismes. Oui, le fanatisme. Faut l'abandonner. Carrément. Et quand vous parlez du but, moi, je vois que c'est un but fantôme. Écoutez, au moment où l'arbitre siffle déjà une action, il arrête, il n'y a plus de but. Ça, il faut qu'on se mette dans la tête. Et là, la VAR ne peut pas intervenir. La VAR intervient au moment où, par exemple, là où il a dit, il devrait laisser l'action terminer. Donc l'erreur, elle est là. Il n'y a plus d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Son erreur, c'est d'être pressé. Parce qu'il n'a pas été pressé. Écoutez, il n'y a que l'action qu'on peut laisser jouer, ce n'est que les hors-jeu. Donc, c'était une faute. Oui, il y avait véritablement faute. Parce qu'il a sifflé. Écoutez, je vais vous donner un exemple en Liga. Saison 2024, je pense. Real face à Valence. Il y avait une action pareille, similaire. Pas une action pareille, mais c'était une action similaire où Carvalhal devait centrer. C'était vers la fin du match. Carvalhal n'entendait plus le sifflet. L'arbitre a sifflé alors que le ballon était en l'air. Même pas en l'air. Carvalhal devrait centrer. Il centrait déjà. Le ballon était à l'air. Comme il y avait tant de sifflets de fanatiques de Valence, le joueur de Real n'entendait plus. Et l'arbitre avait déjà arrêté le match. Et si vous revoyez les images, vous verrez que l'arbitre sifflait au moment où Carvalhal faisait son centre. De la même façon où il y avait tant de sifflets au stade, face le Sénégal face au Maroc, et quand l'arbitre a sifflé, je pense que Diouf n'avait pas entendu. Ouais, mais les Marocains ont joué aussi. Voilà pourquoi on dit... Quand déjà Hakimi a tombé, j'ai vu Naïf était en duel avec un joueur dans son pourquoi j'ai dit que pour moi il l'allait laisser? Parce qu'on est dans la surface des réparations. Aujourd'hui, les choses ont changé. On peut
en tant qu'arbitre, je peux penser que c'est une faute, pourtant que ce n'est pas une faute. Après révision des images. Ouais. Voilà pourquoi j'ai dit que dans la surface de réparation, il devait laisser. Si on était en dehors de la surface de réparation, il n'allait pas avoir problème. Mais comme on est dans la surface de réparation, il faut laisser l'action se poursuivre. C'est là où il y a jusqu'à la fin. Quand vous voulez dire que l'arbitre doit penser, écoutez, on ne peut pas penser sur une action. Donc, quand le règlement dit quand il y a faute, il y a faute. Moi, en ce que je sache, l'action qui peut être mais aujourd'hui, la VAR est venue pour corriger. La VAR est venue corriger les erreurs des arbitres. Vous voyez maintenant, les erreurs d'appréciation, voilà. S'il y avait erreur, parce que au moment là, s'il y avait erreur et qu'on devrait faire appel à M. Ndala, par exemple, à la VAR, qu'est-ce qu'il allait faire? On allait valider le but? Non, parce qu'il avait sifflé en amont. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est l'action qui est laissée pour continuer après revoir la VAR. Ce n'est que l'action de but, ou soit c'est que l'arbitre n'a pas vu. Déjà que l'action de but, c'est comme si c'était déjà annulé parce que on a sifflé avant. Effectivement. Et il faut regarder bien l'action. Ce n'était pas le coup de tête direct qui est allé au filet. Il y a eu 2 coups de tête. Donc quand il a joué, c'est tapé dans le bas, sur la barre, et puis l'autre est venu jouer. Déjà, les joueurs marocains ne jouaient plus. Il faut revoir bien l'action. Moi, j'ai essayé de revoir le match pour la rediffusion. Je vis comment est-ce que, quand M. Ndala a sifflé et Hakimi tombé, il y a d'autres joueurs marocains qui se sont arrêtés, y compris le gardien qui n'a pas suivi l'action. Et je reviens maintenant sur le but sénégalais. Plutôt le penalty marocain. Il y a bel et bien penalty. En aucun moment, le règlement a dit si le match, c'est la finale ou l'intensité du match, on est à la dernière minute, on ne peut pas siffler une action litigieuse. On le juge sur ces 2 actions dont on vient de citer. C'est mal jugé. Ces 2 actions sont mal jugées par nous, peut-être par les gens qui ne connaissaient pas mieux qui sont trop dans le fanatisme. Même les analystes. Oui. En Europe, vous savez, les analystes sentimentales sont là. Vous savez, la finale s'est jouée sur le plan psychologique avant même le coup d'envoi. Voilà. Les Sénégal est réputé aujourd'hui stratège pour décourager les adversaires. Décourager les adversaires. On l'a vu ici à Kinshasa lorsqu'ils sont venus jouer la RDC pour cette rencontre très cruciale. On était en conférence de presse d'avant-match. Les journalistes sénégalais sont arrivés et sont allés s'asseoir par terre pour dire que les Congolais n'ont pas bien accueilli justement la délégation sénégalaise qui était venue accompagner la sélection. Voilà pourquoi ils ont aussi osé déjà dire à la communauté internationale avant même le coup d'envoi, parce qu'il y avait beaucoup de spéculations sur il y avait beaucoup de tensions sur je me souviens, en tribune, je pense qu'on était avec vous et Joyce Moukaya, il y avait un streamer, YouTuber, qui avait déjà commencé à retransmettre le match en direct. On l'a posé la question dans la zone de presse, s'il avait les droits, il avait acheté les droits. Il a dit non, parce qu'il filmait les supporters en train d'essayer de forcer la grille de la presse. Et nous, on a protégé, en tout cas, notre stade. On l'a demandé d'arrêter les lives. Il nous a, c'était terrible. Je crois que Joyce Moukaya est très témoin de ça. Et je crois que les tensions avant la finale, ça commençait depuis l'arrivée du Sénégal à Rabat. Il y a un communiqué, d'ailleurs, communiqué de la fédération qui démontrait que les joueurs ont été très mal accueillis. Ils n'ont pas de sécurité et qu'ils étaient très mal logés. Voilà pourquoi, mais c'était pas faux. Sur le plan psychologique, déjà, les joueurs sénégalais et la sélection sénégalaise se disaient que tout au long de la finale, la sélection sénégalaise serait défavorisée. Voilà pourquoi une action qui était logique pour eux, parce qu'ils pensaient déjà avant la finale que la sélection sénégalaise devait être défavorisée, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Et le scénario qui s'est passé sur le terrain, c'est que ça a été préparé par les Sénégalais. C'est-à-dire, en cas d'erreur, comme vous le dites, ils se sont convenus. Oui, ils se sont convenus, parce que tout ce qu'ils ont fait sur le terrain, je ne dis pas d'improvise. C'est-à-dire, c'était bien préparé psychologiquement que s'il y a erreur d'arbitrage et qu'il y a une action en défaveur du Sénégal, on va faire ce qu'ils ont fait. Et ils ont exécuté leur mission. Ils ont boycotté. Ça a été fait expressement. Professionnellement parlant, le Sénégal risque beaucoup. Déjà, si les Sénégal quittaient le terrain et qu'après autant de coups de sifflet, après 15 minutes, selon les règlements. Tout le monde, nous attendons à ce que le Maroc puisse gagner par forfait. Et c'est l'erreur qu'on accuse l'arbitre Jean-Jacques Dalla par les Marocains pour dire il n'allait pas autoriser par les Marocains. Le problème vient de là parce que on a dépassé 20 minutes après, je crois. Et on dit que l'arbitre Jean-Jacques Dalla ne devait pas autoriser les joueurs sénégalais à regagner sur la pelouse et reprendre les matchs. Selon les Marocains, ils allaient perdre sur Écoutez, on dirait que ces règlements ont déjà été revus.
Dans ces 15 minutes. Ce n'est plus le temps d'arbitre. L'arbitre prend décision quand l'équipe adverse vient demander. Je pense que c'est le Maroc qui devrait aller vers Mesenda là. Ce n'est pas Mesenda de prendre la décision. Donc le timing seul ne compte plus. Non, je ne pense plus que ça compte. Lorsqu'il y a protestation de l'adversaire, ça dépend maintenant de l'adversaire. Il fallait revoir les règlements. Je pense pas qu'on a fait plus de 15 minutes parce que Non, il y a aussi, il y avait aussi un joueur sénégalais qui était encore sur la pelouse, Sadio Mané, qui n'était pas parti dans le vestiaire avec l'équipe sénégalaise. C'est peut-être aussi ça qui a fait en sorte que l'arbitre nombre de l'équipe. Et laisse continuer il y a aussi le match. cet aspect que le Marocain n'a pas réclamé ça. Le Marocain a voulu jouer leur finale. Le Marocain était là pour l'honneur. Et ils ont fait ce qu'il fallait faire. C'est quelque chose de louable pour le Marocain. Ouais, c'est louable, mais il y a quand même des conséquences. Après, je ne veux pas parler des conséquences qui vont se suivre bientôt là, dans quelques jours. Mais entre supporters et stadiers, on a assisté à un spectacle désolant sous les yeux de l'opinion internationale. Pourquoi on arrivait jusque-là? On a déploré ces comportements au stade de Martyrs. Je pense que n'eût été la victoire du Sénégal devant la RDC, je pense qu'ils auraient noté ça. Ils auraient d'ailleurs peut-être porté plainte à l'équipe nationale de la RDC, puisque lancer les projectiles, tout ça, les jets de projectiles, ça ne dépendait pas de vous êtes quel joueur, de quel joueur ou de quel camp. On a lancé des projectiles sur Chancel Mbemba, sur tout le monde, même sur les Sénégalais, mais ils n'ont pas protesté parce que déjà ils avaient la victoire acquise. Mais là, franchement, ces supporters sénégalais, on les a tout le temps identifiés à la Coupe d'Afrique des Nations. Ceux qui portent souvent les lettres S, E, N. Il y a d'ailleurs les A qui a été filmé. C'est le A qu'on a tapé. On a tapé le A. Mais là aussi, est-ce que pour vous, ils ont tort, mais est-ce qu'on peut comprendre ces torts? En réalité, on est en face de deux pays qui réalisent presque le même système. Le Maroc, qui est un pays qui n'admet jamais la défaite, c'est en réalité l'état d'esprit des Marocains. Regarde, les Marocains n'acceptent pas facilement une défaite. Et c'est aussi le cas avec les Sénégal. Et moi, je m'y attendais déjà à voir un duel disputé, que ce soit sur les terrains et en dehors du terrain. Et lorsque vous êtes un pays organisateur, comme l'a fait la Côte d'Ivoire, on se rappelle, la Côte d'Ivoire a même perdu, la Côte d'Ivoire a failli être éliminée dès la phase des poules après cette défaite. Troisième. Après cette défaite devant les Nsalang national de la Guinée équatoriale, si je ne me trompe pas. Mais regardez dans le terrain, il y avait presque rien en termes d'adversité, en termes d'animosité. C'est aussi ça l'hospitalité. C'était la carte de l'hospitalité. Voilà, qu'on demande pour un Teranga veut dire aussi hospitalité. Malheureusement, ce qu'on a vu sur la pelouse était presque le contraire. C'était l'opposé. Ah, mais l'hospitalité, c'est quand c'est chez vous. D'autres personnes, non? C'était l'opposé de ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'à un certain moment, les Maroc, qui attendaient aussi remporter une compétition, devaient se surpasser. Quand je parle de se surpasser, pourquoi est-ce que les stadiers qui doivent protéger ceux qui sont venus suivre les matchs doivent entrer dans le jeu des Sénégalais? Mais apparemment, ils les empêchaient vous pensez que les supporters sénégalais se sont pris comme ça, sans rien au stadier? Ils allaient franchir la zone, leur limite. Je pense que c'est au moment où il y avait l'action du penalty. Oui. C'est au moment où il y a l'action du penalty que les supporters sénégalais ont voulu franchir c'est dépasser les limites. Voilà pourquoi on dit que quand vous êtes un leader, faut à un certain moment prêcher par l'exemple. Les sélectionneurs sénégalais, Pape Thiaw, justement, c'est lui qui a refusé de jouer. En réalité, il a vu l'action une seule fois. Comment il doit juger que l'arbitre n'a pas pris une bonne décision? Contrairement à ceux qui ont vu l'image de l'action à plusieurs reprises, parce que ceux qui sont du côté de la VAR et l'arbitre qui est parti voir justement l'action sur les pénaltys, il doit prêcher par l'exemple. Et ce n'est pas la seule rencontre où il y a eu de l'injustice, supposée injustice, on doit les dire. Dans le football, on a vu plusieurs injustices, plus que ça même, sur ce qui s'est passé sur la pelouse. Mais on a vu des clubs, on a vu des pays accepter tranquillement, justement. Même le match RDC-Sénégal, ici, il y avait beaucoup de décisions. Dans les passés, on a vu des scénarios, comme l'a dit mon confrère, similaires à ce qui s'est passé au stade. Et rappelez-vous, en 2010, Diana Samoa qui a presque la balle du match pour envoyer les Ghana en demi-finale pour la toute première fois. Mais qui qui rate son action. Mais on n'avait jamais vu les Ghanéens justement faire n'importe quoi sur la pelouse. Donc je pense qu'à un certain moment, la CAF
doit taper la main sur la table. Et le comble, c'est que ce sont deux pays très influents de la CAF. Vous avez le président de la fédération marocaine qui est vice-président de la CAF, le président de la fédération sénégalaise également qui est haut placé sur le plan, sur l'organigramme de la confédération africaine de football. Et moi, je suis impatient de voir comment la confédération va traiter ces dossiers. Puisque si c'était la République démocratique du Congo, je pense qu'il y allait déjà avoir des sanctions tombées. Ouais. Parce que c'est bizarre de voir d'abord la notification d'abord de la FIFA avant que la CAF ne réagisse. La CAF a réagi juste après, mais il y a eu beaucoup de notifications. Hein. Il y a eu la Fédération royale marocaine de football qui a aussi écrit là-dessus. Oui. Il y a eu la Fédération sénégalaise qui a écrit avant. Parce que la notification, elle venait avant la finale quand il fallait déplorer, mais après, c'était plus le cas. Parce qu'ils ont gagné. Et s'ils n'avaient pas gagné, ils allaient avoir également un communiqué pour décrier ce qui s'est passé. Je pense que le comportement c'est pas encore imprimé. C'était déjà en réalité en train d'être. C'est tout à fait normal que la FIFA, l'instance fêtière du football, prend la décision en premier. C'était en présence du président de la FIFA. Ouais, mais aussi en présence de la présidence. Regardez juste l'expression faciale de Monsieur Infantino. Vous voyez un peu ça. Et puis, il y a un aspect, je suivis un joueur sénégalais qui disait après le match, il a dit, on n'a pas contesté le penalty, on a contesté parce que l'arbitre avait refusé notre vie. Imaginez un peu la réaction d'un joueur professionnel, disons. Non, beaucoup de minutes après. C'est beaucoup de minutes après. C'est curieux. C'est curieux. Parce que si Iliman Ndiaye avait marqué son face-à-face... Vous savez, le Sénégal, s'il n'avait pas un joueur comme Sadio Mané ou quelqu'un d'autre, si c'était le cas, on annule un but, on leur donne un penalty, vous avez déjà 3 buts. C'est-à-dire qu'un match sans Sadio Mané, le jour-là, il n'y avait plus finale. Moi, à partir de cette finale, j'ai peur de la Coupe du Monde. Je me dis que mentalement, l'Afrique n'a toujours pas le niveau. En tout cas, des deux côtés, même si les incidents sont du côté sénégalais. Mais je me dis... Il y a une forte pression de la France pour avoir des sanctions pour les Sénégalais. Pourquoi? Parce que la première journée de la Coupe du Monde, il y aura France-Sénégal. Bien sûr. On voit cette campagne médiatique chez nos confrères français, mais que voulez-vous, la compétition commence déjà partout. Ah, bien sûr. Vous savez, dans les histoires où, sur les stadiers ou le fanatique, ça c'est encore la mentalité purement africaine. Ça, il y a beaucoup de choses à revoir. Mais sur le plan de zone neutre où il y a les joueurs, là, ça doit s'apprendre déjà dans des écoles de formation. Ouais. Ce n'est pas une chose qu'on doit dire parce qu'on est africain. Non. Déjà, on a des joueurs, quand vous appelez professionnels, vous devez être préparé sur tout le plan. Ouais. Sur tout le plan. On peut condamner les règles. Ouais, il faut respecter les règles. Il y a déjà de l'école de foot, on vous apprend qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur le terrain. Pour les stadiers ou le fanatique, des histoires là, c'est purement africain. On ne peut pas en parler ou en faire des cas un peu exceptionnels. Non, ça peut arriver dans n'importe quel pays. Et c'est la mentalité encore africaine. Chez le blanc, ils ont déjà évolué sur même le plan, la façon de réfléchir. Mais ici en Afrique, il y a le cas, par exemple, où le joueur s'est tiraillé pour le mouchoir du gardien sénégalais. Ça la serviette, la fameuse serviette. Un joueur du trempe des Achraf Hakimi, qui a joué dans des grands clubs, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, qui est entré également dans cette histoire. Là, qui est allé récupérer la serviette pour il est revenu africain. Et c'est pour lui, les gardiens, peut-être la ces histoires. De voir cette histoire. Ça s'est fait au Mazembe. Nouabali, je crois, Nouabali aussi a été victime de la même chose. Le portier gardien nigérien. Oui. Effectivement. Finalement, cette serviette, c'est quoi? C'est supposé qu'il y a les histoires cachées pour le gardien. Il faut le capter d'abord. Quand on rate beaucoup de buts, on se met des histoires dans la tête. Prenez l'exemple Mazembe, finale 2009, face à Atlantic City du Nigeria. Ouais. Il fallait aller chercher le chapelet qui était dans le poteau. Et moi, je me demande comment Bakambu a marqué alors qu'il y avait la serviette à côté. Donc, pour à chacun ça, marqué, mais pas gagné. Non, mais marqué quand même. Pour autant dire marqué, c'est marqué. En tout cas, il y en a eu beaucoup de choses. Il y en a eu beaucoup de choses lors de cette finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, j'aurais aimé avoir ou vivre un but comme on l'a vécu, je crois, en 2019, un but matinal après une avalanche d'action pour qu'on en finisse là. Mais la polémique, elle a été là jusqu'à aujourd'hui. Cette polémique persiste, mais les Sénégal a tourné le dos à ces polémiques. Ils sont en train de festoyer tranquillement avec le président de la République, avec tous les peuples. Et l'affaire reste maintenant. Un titre qui n'est pas, on dirait qui n'a pas beaucoup de crédit. C'est la pire finale depuis un titre qui n'a pas beaucoup de crédit, on doit le dire. Crédit.
mais personne n'a battu le Sénégal sur le plan continental. Si, mais au moins pour cette finale-là, ce qu'ils ont fait, ils ont juste materni l'image de l'Afrique et voilà pourquoi même je leur dis... image. Ouais, même leur image des champions invaincus. Voilà pourquoi Pardon Patrick, voilà pourquoi je remets en question en tout cas les niveaux des équipes nationales de l'Afrique à la Coupe du Monde, parce qu'à la Coupe du Monde c'est vraiment pas la CAN, hein, c'est un autre niveau, c'est une autre dimension, une période difficile. Loin de ces terres, l'Afrique, on peut peut-être se dire dans la tête que voilà, il y a une communauté, voilà, c'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup trop de pression à la Coupe du Monde. Et la Confédération africaine de football va peut-être perdre dans les jours à venir. Pourquoi? Parce que avec tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, la CAF est en train de construire pour avoir beaucoup de droits télé. La CAF est en train de construire pour avoir beaucoup de partenaires. Et avoir des images comme ça ne joue pas en faveur de la Confédération. Voilà pourquoi les présidents de la CAF étaient très déçus, le président de la FIFA également. Lui, c'est un businessman. Oui, bien sûr, ils sont en train de vendre le rêve. On a parlé de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a même d'ailleurs des journalistes, je vais en citer Philippe Doucet, le journaliste de Canal+, qui a dit que aujourd'hui je suis fier parce que quand je revenais de la Coupe d'Afrique des Nations, certains me disaient mais qu'est-ce que tu étais parti faire? Mais aujourd'hui, je suis très content quand je rentre. Il y a des gens qui me demandent mais est-ce que tu vas m'amener à aller voir comment c'était, comment c'était? Parce que on a vu que la Coupe d'Afrique a pris une autre dimension. C'était une fête. Et c'était une fête, surtout en Côte d'Ivoire où ça nous a vendu une image très positive du football africain. Mais là, avec ce que le Sénégal a fait, c'est un pas en arrière et je pense qu'ils ont l'obligation de pouvoir corriger les tirs. Oui, rapidement. Pour moi, c'est la pire finale depuis 2001. C'est la pire finale. La pire mauvaise de finale depuis 2001. La pire finale, je partage l'avis. Effectivement, moi, je n'aimerais pas en tout cas que mon fils ou ma fille puisse voir ça et du moment où il pense être professionnel, footballeur professionnel, c'est une très mauvaise image du continent, mais que voulez-vous? Il y aura des sanctions qui vont tomber. D'ailleurs, hein, le sélectionneur du Sénégal risque gros. En tout cas, on attend les résolutions des instances compétentes. Pour l'instant, la Confédération africaine de football continue son chemin et, monsieur, vous savez quoi? Elle songe à éliminer carrément le championnat d'Afrique des Nations. Donc, il y a eu un championnat d'Afrique des Nations l'année dernière et c'était la dernière. En tout cas, les 3 pays qui vont prochainement organiser la Coupe d'Afrique des Nations ont organisé le championnat d'Afrique des Nations, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Et c'était les 3 dernières, la dernière organisation. Je vais vous laisser suivre cet état des lieux pour en savoir un tout petit peu sur le sujet qui va suivre. La Confédération africaine de football met fin au championnat d'Afrique de Nations. La décision a été annoncée ce 17 janvier 2026 à Rabat par son président Patrice Motsepe. Le CHAN réservé aux joueurs locaux est supprimé et remplacé par une Ligue africaine de nations. Après 16 ans d'existence, le CHAN disparaît du calendrier de la CAF. Créé en 2009, les CHAN avaient pour objectif de valoriser les joueurs évoluant dans les championnats locaux. 8 éditions ont été organisées. Le Maroc en est le pays le plus titré avec 3 sacres, devant la RDC et le Sénégal. La dernière finale s'est disputée en août 2025 à Nairobi, remportée par le Maroc face à Madagascar. Le championnat d'Afrique des Nations ne sera plus, il sera remplacé par la Ligue des Nations africaines. Donc, le joueur évoluant sur le continent africain ne se verront plus à l'international dans un championnat AE. À part les sélections en A. Donc, on a les sélections dans l'équipe nationale A. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Rapidement, on a plus J'ai l'impression que la CAF est gérée par la FIFA. Et voilà pourquoi est-ce qu'on est en train de souffrir aujourd'hui. Parce que on ne peut pas que suivre ce que les Européens font. On ne peut pas que suivre. Mais à du moment où ça fait rentrer de l'argent... Oui, le problème c'est que quand je parle que c'est la FIFA qui gère la CAF, parce que à la tête de la FIFA, c'est un businessman qui a nommé un businessman à la tête de la CAF, c'est que les idées de la FIFA priment au niveau de la CAF. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est en train d'en pâtir. Le projet du championnat d'Afrique des Nations aujourd'hui, je suis très fier et très heureux de dire à la face du monde que si les Mali peut être heureux d'avoir un Yves Bissouma, c'est grâce au championnat d'Afrique des Nations. Il y a beaucoup de joueurs. El Kaabi aujourd'hui qui a marqué des très beaux buts, c'est à cause du championnat d'Afrique des Nations. Mais aujourd'hui que d'abord de joueurs, nous aujourd'hui en Ligue nationale de football, on a eu de la peine de voir des joueurs évoluant au pays être parmi les joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre.
on avait quand même la chance de vivre les talents locaux avec les championnats d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que le joueur congolais vont être des vraies victimes. Mais bon, si c'est une compétition qui va générer de l'argent pour la CAF, qu'est dire? Parce que on a des businessmen à la tête de la confédération, et c'est aussi une question de droit télé, parce que rappelez-vous, le championnat d'Afrique des Nations peine à attirer des sponsors. Ça, c'est vraiment la question épineuse qui a fait en sorte que Patrice Motsepe mette fin à cette compétition. Il n'y avait pas de sponsor, les droits télé, c'était difficile à aller chercher. Et moi, je me pose des questions. Maintenant qu'il y aura la Ligue des Nations, est-ce qu'ils sont déjà ils ont déjà trouvé des vrais partenaires? Est-ce que le droit télé est déjà vendu? On va y arriver. Je pense qu'on n'a pas encore communiqué là-dessus. Effectivement. Mais déjà, on se projette à la création, je vais dire, de la Ligue des Nations. Il y a eu une compétition, je crois, il y a quelques années déjà, l'African Football League. Je crois, ça a concerné quelques meilleurs clubs de la Ligue des Champions, des interclubs. Et il n'y a pas de retour positif. Il n'y a pas un retour positif non plus. Oui, parce qu'on n'en parle plus. Avant, on avait dit que ça va être progressif et tout ça, mais on n'en parle plus. Et maintenant, la création ou la projection de la création d'une Ligue des Nations, une très bonne idée pour le développement du football africain. Une très bonne idée. Peut-être c'est une bonne idée. Je ne sais pas comment les confirmer. Dans le développement, ça va dans tous les sens. Ouais. Mani et tactique. D'abord, j'aimerais reculer un peu. Ouais. Je parle du CHAN. Moi, je n'ai jamais été pour cette formule qu'on a utilisée au CHAN. Ouais. Disant que le joueur évoluant au pays pour le CHAN. Et pourtant, ça allait être mieux d'utiliser au moins les joueurs internationaux. Même tous joueurs évoluant en Afrique pour jouer le CHAN. Ça allait être une bonne formule. Mais pour le joueur seulement jouant dans le championnat national, là, faudra comprendre le but du championnat d'Afrique des Nations, c'était valoriser les talents locaux. En réalité, le but du championnat d'Afrique des Nations, c'est valoriser les talents locaux. Lorsqu'on arrive à ouvrir la brèche, parce qu'on estime que ceux qui évoluent déjà en Afrique, en dehors du pays, ont été vus, ils ont eu quand même une lumière. Ceux qui évoluent encore dans le pays. Dans cette optique, vous verrez qu'un joueur zambien qui joue à Mazembe ne joue pas le CHAN. Ah, bien sûr, parce qu'il a déjà... c'était déjà un obstacle. Mais déjà, c'est une bonne note quand un joueur zambien joue à Mazembe. Il a beaucoup plus de chances d'être en équipe nationale. Si. Voilà. Et par exemple, pour leur formule de la Ligue des Nations, moi, je ne pense pas que c'est l'idée, comme il a dit, c'est la FIFA qui prime. Non. L'idée, c'est l'idée européenne. C'est pour l'UEFA, le propriétaire de l'idée. Mais aujourd'hui, Ligue des Nations. La FIFA l'UEFA est conditionnée par la FIFA. On sait que. Si, mais l'Amérique, le président de l'UEFA, CONCAF n'utilise pas ça. Il y en a. Non. Il y en aura. Il y a une coupe, il y a une Ligue des Nations américaine. Américaine. Oui, il y en a. Au Cambodge aussi. Bah, je ne sais pas en Asie s'il y en a. Mais je pense que CONCACAF Nation League, il y en a. Bon, si c'est une idée, venir tricher de l'Europe. Parce que l'initiateur, c'est l'Europe. De l'international. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, je vais expliquer. Quand vous jouez plus de matchs, vous voyez, le match amicaux en Afrique ne sont pas trop intéressants. Ouais. Mais l'idée de mettre comme ça, comme une compétition, vous verrez que ça aura de l'ampleur. Peut-être la CAF sait de quoi elle va miser sur les droits télé, c'est que tu es en train. Ils ont essayé de trouver des partenaires. Comme cette année, à la CAN, il y avait Orange et Union Européenne comme des sponsors. Donc, la CAF est en train de chercher, de manager sa fédération et, pour moi, la Ligue des Nations, je trouve ça une idée parce que ça va motiver. Le match amicaux seront très intéressants pour les joueurs, les équipes africaines. Par exemple, prenez-moi l'exemple du match Seychelles-RDC, c'est un match amical. Vous voyez que c'est un match qui, si c'est au stade de avec enjeu. Sans enjeu, ça ne donne pas d'impact. Parce que mais avec enjeu, quand vous pensez qu'il y aura une coupe à la fin, il y aura quelque chose à gagner. Patrice Motsepe a insisté là-dessus. Je vais revenir sur vos propos tout à l'heure. Concernant évidemment ces affrontements, parce qu'il s'est dit par exemple sans enjeu ou avec enjeu, imaginez un match Égypte-Maroc, Cameroun-Sénégal, Cameroun-RDC. Ça va, les premiers tours vont se jouer par zone. Je vais commencer par les énumérer ces zones et les équipes ou les nations qui représentent ces zones. On va commencer par la zone UNIFAC, la zone de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, qui contient ou qui comprend le Cameroun, le Congo,
le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Sao Tomé et Principe et le Tchad. Ensuite, il y a la zone COSAFA, le Conseil des associations de football en Afrique australe. Dans cette zone, il y a l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, le Comore, le Swatini, le Lesotho, le Madagascar, le Malawi, l'île Maurice, la Mozambique, la Namibie, le Seychelles, la Zambie et le Zimbabwe. Il y a encore la zone CECAFA, le Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et du Centre. Là-bas, on retrouve évidemment les 3 pays, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Soudan du Sud, le Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie, le Rwanda, le Burundi, Djibouti. Il y a l'UFAOA. L'UFAOA, c'est l'Union des fédérations ouest-africaines. Comprend le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Sénégal et la Sierra Leone. L'UFAOB comprend le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, les Niger et le Togo. Et il y a enfin l'UNAF, l'Union nord-africaine, où il y a évidemment, comme l'a dit Patrice Motsepe, l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie. Voilà. Donc, imaginez un peu en tour préliminaire, vous avez Égypte, Maroc, avec en jeu, c'est comme... C'est une bonne idée, je ne dis pas à 100% que c'est mauvais. Non, ce n'est pas ce que moi je dis. Je suis en train juste d'épingler des choses, je dis, on est en train de trop suivre justement ce qui se passe ailleurs. Je me demande à quel moment on va aussi organiser une compétition qui va faire en sorte que les Européens arrivent à copier l'Afrique. Ça, c'est ma grande question. Mais pourquoi je dis que c'est la FIFA qui impose? Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit. La FIFA n'a pas imposé un président. Je les mets au conditionnel. Ouais. Je dis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est la FIFA qui arrive à imposer des choses en Afrique? Parce que la CAN va passer des 2 ans à 4 ans. Ça aussi, c'est une décision qui a été prise au même moment avec la décision justement d'instaurer une Ligue des Nations. On sait que sur le plan international, les clubs sont toujours partis en guerre avec l'Afrique pour libérer les joueurs. Les clubs européens, oui, en tout cas, il y a beaucoup de données là-dessus, mais je ne pense pas que le temps nous permettra de nous plonger un tout petit peu dans le bain, essayer de ressortir les dossiers. Les sujets les sujets est très chaud. Je crois prochainement, on va conserver ces sujets avec d'autres données encore pour vous divertir davantage, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin. Merci Patrick d'avoir été le nôtre. Merci à vous Lionel également. Et merci à vous à la maison. Merci en tout cas d'être fidèle à la chaîne de l'exploitation créative. Je vous retrouve très prochainement dans Samedi Sport. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.